conteur, il amène au présent. L'histoire a toujours quelque chose à me dire. Elle a toujours un lien avec mon chemin, avec mon évolution, ma transformation. Il y a chaque fois comme un petit caillou, quelque chose qui résonne dans ma vie ou dans mon parcours de conteuse, qui devient de plus en plus la même chose finalement. Une douzaine d'années, j'étais à une conférence et une conteuse raconte cette histoire de la femme squelette. Et j'ai juste détesté. C'était horrible. Je me dis, mais comment on peut raconter un truc pareil? C'est affreux. Et j'ai mis ça, pas aux oubliettes, puisque j'y suis revenue, mais dans un tiroir, vraiment sous une pile de beaucoup de choses. Et puis, quelques années plus tard, je lis le célébrissime Femme qui court. Je dis, mais c'est ce conte-là que j'ai entendu? Mais c'est un conte incroyable, ce conte-là. Il m'a choquée, mais j'ai vu du coup toute sa beauté que dans la première fois, ça m'avait vraiment uniquement horrifiée. C'est comme si ce conte, il est devenu partie de moi et partie de mon chemin. Et je me suis vraiment laissée toucher par cette histoire. Et j'ai commencé à la raconter, alors d'abord très spontanément, voilà, avec mes tripes comme je l'avais. Et j'étais saisie par ces images. Et je me suis rendu compte que les gens étaient très touchés par cette histoire, qu'il y a des gens qui la détestaient, des gens qui l'aimaient beaucoup. Le retour qu'on m'a fait, c'est que j'y mettais beaucoup de vie, que même dans ce squelette, il y avait beaucoup de vie. Et c'était ce paradoxe finalement de la mort et de la vie, de cette peur de la mort, de cette mort symbolique, mais cette mort qu'elle rencontre en devenant squelette, de mes petites morts à moi. Ça m'a ouvert un monde que j'avais jamais voulu voir, parce que c'est clair qu'il était déjà là, mais moi je n'avais jamais voulu le voir avant. De voir d'aller cette mort, non pas qu'elle soit extérieure à moi, mais que cette mort elle soit aussi en moi. Où est-ce qu'elle se situe en moi? Ce qui est intéressant, c'est que c'est à ce moment-là où j'ai eu des enfants. Moi j'étais enseignante, j'enseignais dans les classes maternelles, et quand j'ai eu des enfants, il y avait le conte qui poussait tellement en moi, et à un moment donné, j'ai vu que je ne pouvais plus tout faire. Il y avait les contes, il y avait l'école, les enfants, enfin voilà, c'était trop. Et à un moment donné, là, j'ai choisi, mais c'est parce que je crois vraiment que c'est le fait d'être maman. Je dis, mais c'est bien joli, tu veux être maman, tu veux leur inculquer des belles choses à tes enfants, tu veux leur transmettre des choses, mais au fond, si toi, tu ne fais pas ce que vraiment est en toi, mais qu'est-ce que tu vas leur transmettre? Ça sera juste du blabla. Et donc là, j'ai arrêté l'enseignement pour vraiment ne faire plus que du conte et de la transmission. Il est ressorti quand j'ai fait une formation de formatrice au Chambon-sur-Lignon, dans ton beau pays. Et j'ai fait cette formation avec Jacques Bonhomme, qui est psychophonologue. Une formation vraiment vocale, chant, expression scénique, avec beaucoup d'outils de formateurs. Avec un petit regard relation, enfin même un grand regard relation d'aide, mais moi je ne suis pas thérapeute, donc je ne me positionne pas en tant que thérapeute, mais vraiment en tant que conteuse. Et comme on m'avait déjà demandé d'animer des ateliers de formation continue pour des conteurs ici, bien voilà, il fallait que j'ai d'autres outils, parce que j'avais des outils d'enseignante pour les petits,
Mais travailler avec des adultes, c'est encore autre chose. Donc, j'ai fait cette formation. Et à l'issue de ces 2 ans, eh bien, on pouvait on nous demandait de faire un mémoire si on voulait être certifié. Moi, j'ai fait un mémoire sur la voix du conte. Et j'ai pris ce conte de la femme squelette comme exemple concret du travail du conteur, voilà, après personnel, hein, bien sûr, de ce que moi, ça m'avait apporté. J'ai vraiment été chercher les voix. Et il y a en particulier ce moment, le moment clé de ce conte où elle chante et elle frappe sur le tambour. Alors après, moi j'aime beaucoup la version de Métayer où lui, il raconte que elle va chanter, elle va danser pour son corps, elle va retrouver son corps. Elle va aussi chanter et elle va danser pour lui, pour l'homme, qui lui a, dans cette version-là, fait le tambour. Et ce tambour qui est un chœur très explicite chez Femmes qui courent avec les loups ou pas, bon, de toute façon, ce tambour, il a ce rythme primordial du chœur. Donc c'est la même source. Et le fait de frapper, de chanter, de refrapper, de chanter, et d'aller taper avec mes pieds aussi, d'aller vraiment frapper ce rythme du tambour avec mes pieds, il y a d'un coup quelque chose qui est sorti comme ça. Donc ça a vraiment été une expérience de dire oui vraiment, quand je vais chercher ma voix, là j'improvisais le chant, hein, je venais avec ce qui venait. Tu vas chercher ta voix, mais donc du coup tu vas avec ton corps, puisque la voix elle sort du corps, et d'aller loin, et puis de durer, de faire ça, de faire ça, de faire ça. Même quand j'en peux plus, même quand je suis vraiment, j'ai un moment désespéré, mais il ne se passe rien, de continuer, et d'un coup, il y a quelque chose. Tu ne sais pas ce que c'est, mais d'un coup, c'est venu. Et à partir de ce moment-là, quand j'ai raconté le conte, j'ai pu chanter aussi, sans savoir forcément à l'avance ce que j'allais chanter. Il y a vraiment quelque chose de l'ordre de vocal, de l'ordre de cette puissance de quelque chose du féminin peut-être qui d'un coup, waouh, c'était sorti. T'as cette femme qui fait son chemin, son parcours dans ce conte, puis moi je fais le mien, et puis ça se rejoint. C'est parallèle. Mais l'histoire qu'elle a vécue, après avec mes yeux d'occidentale, pas du tout inuite, ni chamane, ni rien, mais avec ce que j'ai pu humblement regarder, aller chercher en moi, voilà, en parlant avec d'autres, ce que j'ai pu humblement découvrir, je me rends compte que moi j'ai mon chemin qui avance en parallèle avec le sien. Et c'est pas encore fini. Tu t'identifies à elle? Elle est autre, et en même temps effectivement je vois qu'elle est en moi, ou moi je suis en elle, et je vois ces étapes, ce qu'elle a traversé. Mais si je suis honnête puis que je veux vraiment regarder chez moi, je vois qu'il y a aussi au début ce secret, ce non-dit. Alors après, Métayer, lui, nous dit clairement qu'elle a refusé tous les prétendants qui voulaient se marier avec elle. Et puis dans la société inuite, tu peux pas ne pas te marier. Ça fait vraiment partie, ça faisait en tout cas vraiment partie de la structure sociale. Tu peux pas refuser. Et elle le refuse. Là, que ce soit cette transgression-là ou un tabou, Clarissa Pinkola Estés nous dit qu'on ne sait pas pourquoi le père l'a poussée en bas de la falaise, mais il y a quelque chose qu'elle a fait, qu'elle ne devait pas faire. Ça mène à aller questionner mes secrets, mes transgressions, ou mes non-transgressions.
qui du coup, ben, il y a besoin à un moment donné de transgresser quelque chose. Chaque personnage qui a son chemin dans le conte, alors des fois plus un que l'autre, mais si je vais vraiment chercher chaque personnage, je pourrais même aller jusqu'à dire que chaque personnage va m'aider, va m'accompagner, va m'apporter quelque chose dans mon chemin de conteuse. Déjà rien que le fait d'aller à la rencontre de ce personnage, d'aller m'interroger sur qui il est, sur comment il se déplace, comment il bouge. Donc je vais prêter mon corps à ce personnage, une voix va émerger jusqu'à ce que je trouve la voix de ce personnage-là. Et du coup, il y a quelque chose qui va se passer, qui va me chercher et me faire aller plus loin, et qui va me transformer, qui va me rendre visite. Tu vois, les personnages des contes, ils sont tous en nous. Même le pire, on peut dire, ah le pire, ah non, en tout cas pas. Ben si. Et ça, je le vois bien dans mon chemin. Plus j'avance, plus je vois que je peux être capable du meilleur, mais je peux aussi être capable du pire. Ils sont tous là, mais le fait de le connaître, le fait de le voir, de l'avoir rencontré, dis bon, toi, je sais que tu existes. Ben maintenant, tu vas être là, tu vas rester là, et je vais te demander de venir quand j'aurai besoin de toi, mais je vais pas tout le temps, je vais plus me laisser envahir par lui. C'est vraiment, tout ça pour moi, c'est vraiment lié au travail vocal et corporel aussi. De connaître tout ce qui m'habite, toutes ces voix qui m'habitent, tous ces personnages qui m'habitent. Et puis de les inviter quand j'ai besoin. Quand les gens allaient dans les Mayens, dans les alpages en été, eh bien le soir, ils se racontaient des histoires, ils se retrouvaient tous dans un Mayen et ils se racontaient des histoires. Et tu as des anciens ici maintenant qui disent « Oh mon Dieu, quelle horreur !» Ils étaient traumatisés. Parce que les légendes d'ici, il y en a beaucoup qui parlent du démon, du diable. Et c'était les processions sans fin des morts qui marchaient dans ces vallées tant qu'ils n'avaient pas trouvé réparation à leurs fautes sur terre. Enfin, un truc très culpabilisant et les anciens vont te dire mais quelle horreur, parce qu'ils se souviennent de cette peur qu'ils avaient et de comme ce poids, cette faute qui était toujours là et qu'il fallait d'une manière ou d'une autre réparer quelque chose, mais voilà, et il y avait vraiment une peur. L'Église catholique était très, très présente, et du coup les légendes, elles véhiculent ça, elles véhiculent cette image du diable. Mais ce qui peut être intéressant, c'est que tu as des histoires, alors les glaciers, les éboulements, toute la formation des glaciers et les récits. Il y a donc plein d'endroits du canton des Alpes, il y a eu des éboulements et il y a très souvent une légende rattachée à cet éboulement. Et c'est bien souvent le diable ou un bouc qui est à l'origine de l'éboulement, ou de la glaciation du pâturage. C'était un beau pâturage, et puis voilà que il y a une faute, ils n'ont pas accepté, et puis paf. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit quand même aussi la présence des fées. Et c'est là où tu vois qu'il y a eu, il y a vraiment eu cette période où
les histoires qui étaient là, on leur a mis par-dessus une couche supplémentaire avec le diable et des prêtres qui venaient réparer, qui venaient confesser, sur des histoires où des fois d'un coup c'est quand même les fées qui créaient. Les fées qui venaient, ou bien une femme, mais tu te rends compte que cette femme ça pourrait bien être une fée parce que c'est un être tellement étrange, qui vient, qu'on n'accueille pas, et du coup elle va repartir. Donc il y a une espèce de mélange, mais les anciens, eux, ils avaient vraiment ces récits. Voilà, on parlait du diable, des sorcières, beaucoup de sorcières, beaucoup d'histoires de sorcières qui suivaient le diable, qui étaient autour de danses, et des histoires avec les danses, où les femmes se retrouvaient, ou les hommes, ça dépend, et ils dansent autour du diable, mais d'un coup, il y en a un qui n'a pas été invité. Et celui-là, le diable le sent. Et après, il y a des transformations d'animaux, de femmes en animaux. Et ça, c'était vraiment quelque chose de très présent, qui a été du coup, comme ils en ont eu tellement peur, ou comment ils ont été tellement choqués par ces histoires, qu'après, du coup, ils ont coupé et ils n'ont plus du tout raconté. Parce que vraiment, c'était trop horrible et ils ne voulaient plus transmettre ça. Et puis, heureusement, il y a dans plusieurs vallées des personnes qui se sont rendues compte que si on n'en laissait pas une trace, eh ben ça disparaîtrait. Derrière chez moi, il y a une fontaine, tout entourée d'un beau laurier d'amour. Tout entouré, oui, oui, tout entouré, non, non, tout entouré d'un beau laurier d'amour. Et cette présence catholique qui maintenant est beaucoup moindre, mais qui reste quand même. Moi, je suis toujours frappée de comme on peut rejeter, on peut dire non, tout ça, on ne veut plus de la religion, alors ici, en l'occurrence catholique, mais que finalement, il y a des choses qui restent. On continue de faire la morale sur d'autres choses, on est dogmatique sur d'autres choses, on va être culpabilisant, on continue à culpabiliser si tu fais pas bien, si tu travailles pas. Ça, on garde. Donc il y a comme quelque chose qui reste comme ça chez les gens d'aujourd'hui. Et puis bon, maintenant petit à petit, ça se balaye. Essayer de revenir à quelque chose de plus libre, je sais pas. Donc t'as vraiment ces légendes d'ici qui sont comme d'autres contes que tu retrouves partout. Cette femme qui a son jour, qui a, en l'occurrence dans cette légende neuchâteloise, elle a sa nuit dans la version que je connais. Et la nuit, elle doit être seule. Et quand son amoureux va quand même finir par aller guigner, voir qu'est-ce qu'elle cache comme secret, ben il va découvrir qu'elle est une femme avec une queue de serpent. Et c'est des histoires qui sont vraiment ici, l'histoire de secret, il y en a plusieurs, et ben c'est des histoires qu'on retrouve ailleurs. Et puis tu vois, la femme squelette, on parlait de la femme squelette, ça commence par un secret. Il y a vraiment quelque chose dans le secret. Et ici, il y avait beaucoup de secrets, des craintes aussi, que les femmes, c'était les femmes qui se transmettaient un livre avec des secrets. Et c'était un livre je raconte du reste une histoire qui est une anecdote réelle, d'une fois un curé qui s'est senti vraiment investi de cette mission. Il fallait absolument qu'il chasse le diable de ce village, et il a vraiment demandé aux enfants de l'école d'amener tous les livres. Il leur a fait tellement peur qu'ils ont amené les livres, mais bien sûr, il n'y avait pas le livre des secrets, parce que les femmes étaient plus malignes que ça. Elles ont donné les livres qu'elles ont trouvés, ils n'en avaient pas beaucoup, mais le livre des secrets, ça, elles l'ont gardé. Et après, par une autre ruse, il a fini par en trouver un. Bon, c'est vraiment quelque chose qui appartient au monde des femmes qu'on ne dit pas. Alors il y a Mélusine, ici c'est la fée, il y a ce livre des secrets.
avec des recettes, des prières, des incantations, pour la guérison. C'est souvent pour la guérison. Sur ce laurier, un rossignol chante, soir et matin dès la pointe du jour. Soir et matin, oui, oui, soir et matin, non, non, soir et matin dès la pointe du jour. Que peux-tu dire de la réunion du féminin et du masculin en toi en tant que conteuse, et dans tes choix de contes, et dans ta façon de compter? Je vois bien quand je parcours mon répertoire, ma liste de contes. J'ai beaucoup de contes qui parlent du féminin, des femmes, du parcours de la jeune fille, de la petite fille pour devenir femme. Je le vois. Et ma conteuse, comme elle fait tout ce travail vocal, de voix, travail de la voix, qui est vraiment l'outil du conteur, hein, son corps et sa voix. Le conteur peut n'avoir que ça. Et dans sa forme la plus sobre et la plus simple, il y a le corps et la voix. Et moi, c'est un corps et une voix de femme. Et le fait de travailler les contes, le fait de les dire, le fait d'aller chercher les voix du conte, les voix du personnage, des personnages, me font aller chercher des zones de moi, des zones de femmes et des zones masculines. Et je crois vraiment que la conteuse me soutient, elle m'aide vraiment à devenir de plus en plus une femme. Sans le conte, il y aurait peut-être eu d'autres chemins, mais vraiment le conte m'amène à ça. Par les contes qui m'attirent, que j'ai envie de raconter, et par le travail de la conteuse. Cette incarnation. Tu vois, si le conte, il est là, puis moi, je suis encore, hein, on se refait quand même pas, mais il y a quelque chose de très, voilà, aérien, comme ça. Et puis de faire ce travail de descendre dans mon corps, de m'incarner, pour que le conte parte de mon centre, soit pas quelque chose d'éthéré comme ça, que ça soit vraiment vivant, et bien ça me fait faire ce chemin, ce travail. Mais du coup, la femme, elle peut être complète que si elle a son côté masculin. Enfin, la femme est l'être humain. Donc il y a vraiment ce jeu entre les deux de raconter ces histoires, laisser vraiment le conte venir à l'intérieur de moi. Il va visiter toutes les parties, puis hop, ça ressort. Et ça passe de l'un à l'autre. Il me semble que plus je raconte des contes, plus je deviens une femme, plus j'ai envie de rencontrer des hommes, d'avoir des amis, tu vois, plus je suis à l'aise en fait avec tout le monde, plus je peux raconter des contes qu'on dirait de femmes, et il y a des hommes qui viennent et puis ils sont contents aussi. Il y a quelque chose qui s'élargit en fait, quelque chose qui s'ouvre vraiment beaucoup. Ouais. Pas seulement ça, ils peuvent être très contents d'entendre une femme, d'entendre une parole de femme. Bah oui. Tu n'avais pas envisagé ça? Oui. Il me disait dans son charmant langage, les amoureux sont souvent malheureux. Les amoureux, oui, oui, les amoureux, non, non. Les amoureux sont souvent malheureux. Pour toi, le conteur, finalement, ça regroupe quoi? Ça correspond à quoi? Bon, moi, le premier mot qui me vient quand tu me demandes ça, conteur, il y a vraiment... c'est le passeur, c'est le transmetteur.
c'est un créateur d'instants. Le conteur, il amène au présent. Le moment du conte, c'est le présent. C'est là, quand l'histoire est là, avec le conteur et avec celui qui écoute. Alors le conteur, il y a tellement... On peut tout faire, hein, le conteur. C'est pas moi qui vais dire ça c'est un conteur, ça c'est pas un conteur. C'est un mot qui s'est ouvert énormément. Pour moi, je suis encore trop amoureuse des contes, si on peut dire de tradition orale, hein, mais les contes qu'on reçoit. Pour moi, ils sont tellement puissants, j'y trouve tellement de nourriture que j'ai pas besoin pour l'instant d'aller chercher ailleurs, même si ça se trouve que j'ai raconté des fois des nouvelles, hein, et pas... De nouveau, je ne vais pas mettre des boîtes, je ne vais pas dire ça c'est ceci, ça c'est... Après, c'est le cœur qui dit aussi, vraiment. Et c'est l'envie du moment, c'est ce qui pousse. Et le conteur, c'est d'abord un écoutant, du coup, de ça, de ce qui pousse, de ce qui vient. Quand on parlait, je te disais, ah ouais, moi, les récits de vie, bon, c'est vrai que c'est très à la mode. Et ben voilà que j'ai fait un spectacle et c'est un récit de vie. Alors que je pensais jamais que j'en ferais, ben, il se trouve que c'est ça que je devais faire. Et de m'autoriser à dire, bon, je pensais que je ne ferais pas, ben voilà, j'en ai fait un. Et puis, c'est très important de l'avoir fait à ce moment-là. Mais c'était quoi ta raison de ne pas le faire? Ah, ma raison de ne pas le faire? Mais j'ai peut-être un côté rebelle, si c'est à la mode, du coup, je ne vais pas le faire. Mais peut-être parce que j'étais vraiment encore dans ce que le conte, les contes traditionnels me donnaient et j'avais pas encore ouvert cette porte personnellement. Ça restait de l'ordre de l'idée. Et quand je suis... bon, maintenant, ça fait 15 ans que j'habite ici, dans cette région. Donc, je viens pas de loin, c'est 1 heure de route, mais pour la Suisse, 1 heure de route, ça change de monde. Alors du coup, de m'intégrer dans cette région, ce canton avec ces montagnes, ça a été très important d'aller à la rencontre des personnes qui vivent, et du coup d'une femme que je connaissais déjà, hein, mais d'aller creuser vraiment son histoire. Et ça m'a donné aussi des racines ici. Ça m'a permis de m'incarner, ben voilà, le conteur. Le conteur, c'est pour moi un chemin d'incarnation. Quelqu'un qui incarne une histoire. L'histoire, d'un coup, elle vient là, avec cette voix-là, ce corps-là, dans ce moment-là. Si toi tu racontes, si moi je raconte, c'est chaque fois une autre incarnation. On a beau dire, on a beau me défendre, jamais mon cœur cessera de t'aimer. Jamais mon cœur, oui, oui, jamais mon cœur, non, non, jamais mon cœur cessera de t'aimer. Je sais pas si je suis très bavarde dans la vie courante, mais en tout cas, quand je compte, ben, c'est sûr, là je parle et il y a une place pour que je parle. Et la parole, ben, elle peut résonner que s'il y a du silence. Elle peut aussi naître naissance, et naître peut-être aussi être, mais elle ne peut naître, elle ne peut émerger que du silence. Sinon ça va être du blabla. Sinon ça va rester, ça risque, hein, peut-être pas, mais ça peut rester à la surface des choses. Et donc le conte va me pousser, m'inviter à aller dans ces moments de silence, de rien faire, d'intériorité. Ce temps de fréquentation entre lui et moi, que je ne vais pas pouvoir faire si je suis tout le temps en train de faire quelque chose. Et puis, j'aurai une tendance. Tu vois, en plus, moi, ici, mon atelier, ben, il est dans ma maison, donc c'est incroyable. D'un coup, il y a des lessives à faire, d'un coup, il y a le frigo qu'il faut absolument nettoyer, enfin... Hein, il y a toutes sortes de choses passionnantes à faire comme ça, mais qui
qui me ferait juste m'échapper. Et donc d'avoir cette force de dire non, maintenant je reste là où m'invite le conte, il me demande au silence. Et après il y a l'activité, il y a le fait de faire tout ce qu'on va mettre en œuvre pour que le moment du conte puisse exister. Il va y avoir beaucoup de mise en parole, de recherche oui, le vêtement, il y a voilà, le travail d'immersion, enfin il y a toutes sortes de choses qui vont nous mener dans l'activité, la rencontre, et retourner au silence. Tu parlerais d'apprivoisement ou d'ouverture? C'est beau le mot apprivoisement. Il y a les deux, il y a une ouverture d'accueil, un accueil des contes, des personnages des contes. Je sais plus dans quel conte c'est, tu vois, où bon, il y a Jean de l'Ours, où il laisse pousser tous ses poils, ses ongles, et il est tellement... pendant tellement longtemps, il est dans sa crasse. Et... c'est l'homme à la peau d'ours. L'homme à la peau d'ours. Et ben... Jean de l'Ours, il naît déjà ours et il deviendra humain. C'est différent. Ouais. Là, c'est un humain qui devient voilà. un être hybride. Et donc de laisser ça aussi, de laisser aussi venir cette crasse, venir ses poils, venir ses ongles, venir ce côté puant, tu vois, de laisser ça venir et puis de rester là-dedans, c'est hyper difficile. Et là, vraiment d'apprivoiser ma crasse, d'apprivoiser mon côté pas beau, d'oser l'être, de prendre le risque de l'être, d'être tout ça. Mais le risque, il est pour toi ou pour les autres? J'ai du mal à... j'ai l'impression que tu tournes autour du risque, mais en fait... Bon, il est pour moi le risque. Donc tu risques quoi? Une désintégration? Je risque d'être rejetée. De pas être... voilà, d'être rejetée. Et en réalité, c'est exactement le contraire qui se passe. Dans les expériences que j'ai eues, c'est exactement le contraire. Et c'est quand je raconte La femme squelette, qui est justement ce conte que tellement de gens détestent, ben en fait, c'est le contraire qui se passe. C'est-à-dire qu'ils viennent vers moi et on en parle et on dit, tu vois, je déteste ce conte, et puis ce cœur, et puis tout ça. Puis finalement, ben on se rencontre et on tisse quelque chose qu'on n'aurait pas tissé si mon conte, il avait été magnifique. Ah, c'est très beau ce que vous racontez, c'est magnifique. N'allez pas là où le chemin peut mener. Allez là où il n'y a pas de chemin et laissez une trace. Et chaque fois repartir de chez moi. Et chaque fois le héros du conte, il repart de chez lui. Et chaque fois je dois repartir. C'est pour ça que j'aime bien cette petite phrase. Partir, pas forcément loin, mais juste partir ailleurs. Redémarrer, ressortir de mon habitude. Bah là, ce qu'on fait maintenant, filmer, c'est bien sortir d'une habitude pour fixer des paroles qui vont rester. Et puis qui sont celles d'aujourd'hui, Et puis voilà, après, c'est pas...
je suis arrivée ici et je faisais de la couture. Je faisais un cours de couture, création de vêtements. Et puis dans ce cours-là, il y avait une femme hein, qui était conteuse. Et elle me dit, elle me raconte ce qu'elle fait. Puis moi, je dis, mais moi, j'ai toujours voulu faire ça. Et alors, j'ai commencé à suivre des ateliers dans son association, dans son groupe là. Et c'était déjà plus tard, c'est revenu. Puis après, bon, je continuais d'enseigner. Et le conte titillait, ça titillait, ça titillait. Et puis j'ai eu les enfants. Puis après un jour, j'ai dit, bon, ok, stop, j'arrête l'école. J'avais 38, 40 ans. Tu vois le temps qu'il a fallu. Et puis je crois que c'est comme ça. Je voudrais pouvoir aller vite. Eh ben non, je dois prendre ce temps-là. C'est comme si c'était peut-être mon parcours. C'est comme si ça prend ce temps-là de descendre. Mais je suis peut-être aussi très... je vais jusqu'au bout. Je suis très... voilà. Quand je m'engage vraiment. Donc du coup, ça descend lentement. Ça prend son temps. Mais une fois que c'est là, c'est vraiment là du coup. Du coup, quand c'est là, c'est très fort et là, ça va plus partir. Mais ce temps des héros, mais je le connais bien. Il y a même un conte que j'ai raconté. Je l'avais entendu d'abord, c'était un homme. Et après, j'en ai trouvé une version écrite, c'était un homme et une femme. Un homme qui est jeune hein, et qui voit en rêve un vieil homme qui l'attend, qui l'appelle. Et alors, lui, il part à la recherche de cet homme-là. Puis toute sa vie, hein, il va faire le tour du monde, il va rencontrer des quantités de personnes, il va faire toutes sortes de choses. Et puis, chaque fois, il va chercher ce vieil homme. Et bien sûr, il ne va jamais le trouver. Et puis, quand il n'en peut plus, qu'il est vieux, il rentre chez lui. Et là, c'est en allant à l'étang. Et il va boire à l'étang. Et en se penchant sur l'eau, pour prendre l'eau et boire, il va voir un reflet de vieil homme dans l'eau. Et enfin, il voit ce vieil homme qu'il attend chercher. Et c'est lui. T'attends d'être vieille pour être une vraie conteuse. C'est ça? J'adore ta question.